Entre 1939 et 1940, Hitler a écrasé l'Europe. Puis il a lancé l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie soviétique. Le 6 septembre 1941, Hitler vient de donner sa directive numéro 35, sous le nom de code Typhoon, Typhon, l'offensive sur Moscou. Hitler dit: nous allons encercler Moscou. Nous allons installer de gigantesques pompes. Nous allons l'inonder. Moscou sera un grand lac. Comme tous les Allemands, Hans Bauer, le pilote personnel d'Hitler, est confiant. Aucun doute, la Wehrmacht vaincra l'armée russe. Le Führer vaincra le Tsar rouge. Ce sera la lutte décisive. Après 3 mois de combat, l'avance allemande sur les 3 axes d'attaque est de 1000 km à l'intérieur de la Russie. Leningrad est encerclé. Moscou menacé. Au sud, Kharkov, la grande ville d'Ukraine, assiégée. À Kharkov, la 6e armée allemande, dont l'objectif est plus loin, Stalingrad, puis le pétrole de Bakou, rencontre une très vive résistance russe. L'armée rouge a déjà perdu 3 millions de combattants. Par quel miracle se bat-elle encore? Pour Hitler, de passage dans son chalet des Alpes de Bavière, le Berghof, ce ne sont que les derniers combats, avant la victoire finale. Pour Eva Braun, sa maîtresse cachée, pour ses invités, comme pour l'immense majorité des Allemands, Hitler a tout réussi, et il réussira tout. Et puis c'est un homme charmant, galant, et personne ne soupçonne ou ne veut soupçonner toutes les horreurs commises sur ses ordres, dès l'invasion, comme le massacre des Juifs. Nicolas von Bello, officier de liaison avec l'aviation, raconte: certains sujets étaient tabous. Au sein du système nazi, doté d'une police secrète efficace, on pouvait être accusé de sabotage intérieur. Qui ose en parler? C'est seulement dans l'intimité du foyer qu'un soldat allemand, rentrant en permission, raconte sa guerre. Les familles découvrent que leur mari, leur père, leur fils obéissent à des ordres criminels sur le front de l'Est. Les soldats racontent le déchaînement de l'antisémitisme en Ukraine, légitimé par Hitler. Un officier se confie à sa femme. Notre culpabilité est sans limite, car nous avons été complices des pires atrocités, sans rien dire. Comme les autres, il a participé aux grandes rafles des Juifs. Comme les autres, il leur a ordonné de creuser leur tombe. Comme les autres, il a rapporté des photos. Le malaise remonte vers la hiérarchie. Les généraux d'Hitler trouvent que cela peut nuire au moral des soldats et de la population allemande. Et les exécutions de civils, de femmes et d'enfants, ce qui est appelé aujourd'hui la Shoah par balle, consomment trop de munitions. C'est pourquoi le bourreau en chef, Heinrich Himmler, a fait dessiner des plans d'usines de mort.
Des ingénieurs nazis ont travaillé sur le moyen industriel de tuer jusqu'à 40 000 êtres humains par jour, avec des chambres à gaz et des fours crématoires. Auschwitz en Pologne sera l'un des 6 camps d'extermination, l'un des 50 camps de concentration d'Hitler. Dans le camp d'Auschwitz, une partie des détenus travaillera pour l'industriel allemand IG Farben. Les autres seront gazés. 1 100 000 hommes, femmes, enfants. Ce que les nazis appelleront la solution finale. Hitler dit : si nous arrivons à éradiquer cette peste, les Juifs, nous aurons fait quelque chose pour l'humanité. Mais il doit encore vaincre Staline. Staline, le tyran de la Russie, a continué l'œuvre de Lénine, défendre le communisme, attaqué par le monde entier. Mais les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui. L'anglais Stafford Cripps, nommé par Churchill ambassadeur à Moscou, vient conclure une alliance militaire. Molotov, son ombre, dit à Staline : ne nous faisons pas d'illusions. Les capitalistes veulent toujours nous tuer, mais ils ont besoin de nous. Hitler n'est plus qu'à 200 km de Moscou. Le 30 septembre 1941, 3 mois après le début de l'invasion allemande, les panzers des 2e, 3e et 4e groupes blindés du général Guderian, déjà l'un des vainqueurs de la bataille de France, continuent leur marche implacable vers la capitale de l'Union soviétique. À Moscou, c'est l'angoisse. Alors qu'une neige prématurée s'abat sur la ville, des milliers de moscovites tentent de s'enfuir. Malheur à ceux qui sont capturés par le NKVD, la terrible police politique. L'administration et le corps diplomatique sont évacués, mais aussi le Politburo, le centre du pouvoir. Le 17 octobre 1941, le journaliste russe Leonid Timofeev note : la population ne cache pas son attitude, hostile et méprisante, envers les dirigeants. Ils nous ont abandonnés. Les gens sont aigris. Ils se sentent trahis. Staline, lui, est resté. Il se livre à une invective dérisoire. Il crie : horde fasciste, nous t'attendons avec un océan de plomb. L'armée rouge te frappera. Judas puant, notre vengeance sera inexorable. Il proclame l'ordre de résister jusqu'au bout. Les innombrables haut-parleurs de la ville diffusent cette chanson. Nous enfoncerons une balle dans le front de la vermine fasciste putride. Les moscovites sont requis pour construire des barricades. Pourront-elles arrêter les blindés de Guderian ? Les derniers hommes valides sont mobilisés. Pour beaucoup, ce sont les ouvriers des usines d'armement de la capitale qui ont reçu l'ordre de détruire leurs machines pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des hordes nazies. Bien peu savent manier un fusil. Mais où est l'armée rouge ? Elle vient d'être vaincue à Kharkov, à 1000 km au sud de Moscou, le 24 octobre 1941. Et les actualités cinématographiques allemandes montrent des centaines de milliers de prisonniers russes, ce qui inquiète paradoxalement les spectateurs. Ils se murmurent dans les cinémas. Il y a déjà des restrictions, des tickets de rationnement. Et ceux-là, comment on va les nourrir ? Hitler, comme
toujours, les laissera mourir de faim. Pour se justifier, il dit « Nous faisons face à un ennemi qui n'est pas composé d'humains, mais d'animaux, de bêtes. » Hitler arrive à son quartier général de la Tanière du Loup, près de la frontière russe. Il ordonne d'abord de grands bombardements sur Moscou. Ces bombardements se succèdent toutes les nuits, faisant beaucoup plus de dégâts que ne l'avouent les Russes. Le Kremlin est sévèrement touché par une dizaine de bombes, qui font une centaine de morts. Les moscovites se réfugient dans le métro, le plus beau métro du monde. Le temple du peuple, voulu par le régime. 6 novembre 1941, tous ceux qui dorment dans la vaste station Mayakovsky, du nom d'un grand poète russe, sont expulsés par la police. Une rame amène Staline, à l'abri sous terre, dans ce décor fleuri, sous un grand buste de Lénine. Staline veut montrer que l'État soviétique est toujours debout. Les cadres du Parti communiste qui ne se sont pas enfuis sont rassemblés sur des chaises raflées au théâtre Bolchoï. Tous applaudissent longuement. Il ne faut jamais être le premier à arrêter. Les dignitaires sont là, autour du plus redoutable, le chef de la police, Beria. Staline fait signe d'écourter à Pronin, le maire de Moscou. Le discours de Staline est très attendu. En 5 mois, depuis l'attaque allemande du 22 juin 1941, c'est la deuxième fois seulement qu'il s'exprime. Il est pessimiste. Il dit « Camarades, après 4 mois de guerre, je dois souligner que le danger non seulement ne s'est pas affaibli, mais au contraire, qu'il a encore grandi. » Après un long discours, tous chantent une vibrante internationale, l'hymne des révolutions. Le lendemain matin, le 7 novembre, à l'aube, la neige et le brouillard empêchent les bombardiers allemands de voler. Mais pour combien de temps? Staline sort de son abri, pour les caméras, quelques minutes. Juste le temps de défier Hitler. C'est l'anniversaire de la prise de pouvoir bolchevique de 1917. De maigres troupes vont assurer le défilé traditionnel, puis retourneront au combat. Et en sécurité dans un abri, Staline fait appel pour rallier le plus grand nombre, aux gloires de l'ancien régime tsariste, comme Alexandre Nevsky, le sauveur de la Russie au Moyen-Âge, le vainqueur des chevaliers teutoniques, venu déjà des plaines germaniques. L'avance allemande est inexorable. Chef de char d'une unité de reconnaissance, le lieutenant August von Kageneck témoigne. Nous ne doutions pas de notre supériorité. Nous croyions encore en une victoire rapide sur les Russes, même si nos effectifs avaient largement diminué. Même si les rangées de tombes qui bordaient nos pistes s'allongeaient. Allons, un dernier effort, et nous pourrions rentrer chez nous. Le front se rapproche dangereusement de Moscou. C'est alors que le climat russe vient à l'aide de Staline, en aggravant le plan d'invasion allemand, déjà irréaliste. Le temps s'est radouci et un déluge d'eau s'abat sur le front. C'est la Rasputitsa, la pluie de novembre, aussi appelée la saison sans route. L'écrivain russe Vassili Grossman
alors correspondant de guerre, décrit, sarcastique, ce que l'ennemi endure. Une pareille gadoue, personne n'en a vu, c'est sûr. La pluie, la neige, une soupe liquide, un marécage sans fond, une pâte noire, touillée par des milliers et des milliers de bottes, de roues, de chenilles. Les Allemands s'enlisent dans notre infernal automne, dans le ciel comme sur la terre. La propagande allemande ne se prive pas de montrer ces images pour justifier le ralentissement des opérations. Vous voyez, disent ces films, ce n'est pas l'armée rouge qui nous arrête, c'est la boue. Les chefs nazis commencent à s'inquiéter. Le 8 novembre 1941, ils se réunissent, comme chaque année, dans la brasserie de Munich où Hitler avait tenté de prendre le pouvoir 20 ans plus tôt. En 5 mois de guerre en Russie, les Allemands comptent déjà 200 000 morts et disparus et 500 000 blessés. Hitler vient rassurer ses fidèles. Il dit « Jamais un immense empire n'a été brisé, écrasé en moins de temps que cette fois l'Union soviétique. » Pourtant, des voix commencent, prudemment, à suggérer qu'il faudrait tout arrêter, trouver une solution. Hitler rejette alors sur Staline la responsabilité du conflit. Il conclut « La guerre peut durer aussi longtemps que Staline le veut, mais le dernier bataillon sur le terrain sera allemand. » C'est dans cette brasserie qu'avait eu lieu, en 1939, le premier attentat contre la vie d'Hitler. Il y en aura 42 au total. Des bombes, surtout, qu'il parviendra toujours à éviter, miraculeusement. Il se méfie surtout du poison. Aucun cadeau, aucune nourriture ne doit être touché sans vérification. Dans les cuisines de ces résidences ou ces quartiers généraux, ici, à la Tanière du Loup, les jeunes femmes sont réquisitionnées par les SS. Ce sont des goûteuses, avec un salaire mensuel, le salaire de la peur. L'une d'entre elles, Margot Volk, 25 ans, a raconté son expérience. Entre 11h et midi, nous devions goûter toute la nourriture. Pas une bouchée, des assiettes entières. 1 heure après avoir essayé les plats, toutes les 15, le Führer était servi. C'était très bon. Végétarien, des produits frais, des asperges aux petits pois, de la salade. Certaines filles se mettaient à pleurer lorsqu'elles commençaient à manger, tellement elles avaient peur. Après chaque repas, nous fondions en larmes, de joie d'avoir survécu. Hitler se sent protégé par les dieux et les guerriers de la mythologie germanique, par les Valkyries, les personnages de Richard Wagner, son compositeur adulé, violemment antisémite. Mais les dieux de Wagner ne protègent pas de l'enfer. En Russie, l'enfer est glacé. Il ne brûle pas, il gèle. Dès le 15 novembre 1941, après la boue, la température descend à -20. Il n'y a pas de tenue d'hiver. Hitler croyait que les Russes ne tiendraient pas 3 semaines. Ils résistent depuis 5 mois. Le général Guderian est à la peine avec ses chars, dans la neige. Il écrit à sa femme « Je me torture l'esprit pour secourir mes pauvres troupiers, obligés de rester dehors sans protection sous ce climat hivernal insensé. C'est effroyable, inimaginable. » Les gens des états-majors qui n'ont jamais vu le front ne peuvent se faire une idée de nos conditions de vie. Il faut avoir vu l'immensité russe, balayée par des vents glacés, qui effacent tout sur leur passage. Avoir marché ou conduit pendant des heures pour n'aboutir qu'à un pauvre abri, avec des hommes insuffisamment couverts, à demi affamés.
Hitler se fait alors filmer dans une exposition d'équipements pour l'hiver. Comment vit-il le calvaire de centaines de milliers de jeunes Allemands? Pour lui, c'est la sélection naturelle de Darwin qui dicte leur sort. Il dit: si notre peuple n'est pas prêt à faire des sacrifices, il sera détruit par une autre puissance plus forte. Hitler fait organiser une grande collecte de vêtements chauds, ce qui choque les Allemands. Comment le Führer laisse-t-il nos soldats dans un tel froid, dans leur uniforme léger, celui du 22 juin? En attendant, la propagande leur demande de sourire. L'Europe occupée doit aussi apporter sa contribution. La plupart des artisans de la fourrure sont juifs, mais Hitler a besoin d'eux. L'entreprise familiale Lustra de Bruxelles reçoit une énorme commande de vestes en peau de lapin qui sauvera ses ouvriers et leurs familles des camps de la mort. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, met en place avec son beau-frère, nommé directeur du Champagne en France occupée, un fructueux transfert d'alcool pour le front de l'Est. Le 25 novembre 1941, Hitler retourne à Berlin, dans sa grandiose chancellerie. À la faveur d'une cérémonie de renouvellement des alliances, il se veut toujours rassurant. Il va vider le sol russe de ses habitants. Il dit: le but de ma politique à l'Est, c'est que 100 millions de Germains aménagent dans cette terre de colonisation. Ils seront à peine 80 000. Accueillis en fanfare, les premiers colons allemands sont arrivés dès l'été 1941 avec l'invasion. Surtout des paysans, chargés de reprendre les fermes collectives. Ils sont choqués par l'environnement misérable et hostile. Hitler dit: nous devons nous faire à l'idée qu'il ne faut pas récurer chaque jour la population soumise, ni chercher à lui inculquer le sens de la propreté allemande. Les enfants vont aussi peupler la Russie et son espace vital. Ceux qui sont jugés racialement corrects sont raflés dans les orphelinats, et même les familles russes. En Allemagne, un autre aspect de la politique raciale d'Hitler, depuis son arrivée au pouvoir en 1933, est le programme Lebensborn, fontaine de vie. Des jeunes filles, sélectionnées, sont fécondées par les SS pour donner au Reich de futurs SS blonds aux yeux bleus. Les filles seront soumises à la doctrine allemande des 3 K: Kinder, Küche, Kirche. Enfants, cuisine, église. Les garçons, après l'endoctrinement des jeunesses hitlériennes, sont déjà mobilisés comme auxiliaires de la Flak, la défense anti-aérienne de l'Allemagne, attaquée presque chaque nuit par les bombardiers britanniques. Dans ce froid automne de 41, les Allemands passent leur nuit aux abris, à prier, pour retrouver leur maison au matin. Lieselotte Günzel raconte: nous avions un avantage sur les générations précédentes, c'est que nous étions déjà habitués à la terreur mortelle. Hitler, depuis son train, convoque son premier complice, le maître de l'aviation et de la défense antiaérienne de l'Allemagne, le maréchal Göring. Göring avait imprudemment affirmé qu'aucun avion ennemi ne volerait jamais dans le ciel du Reich. Le major von Below, aide de camp, accueille Göring. Il relate l'entretien. Comme Göring est très populaire, Hitler modère ses critiques.
Il lui dit seulement, avec amertume, « Je vais devoir m'occuper moi-même des canons de DCA. » Göring répond que le front de l'Est mobilise tous ses avions. La Russie est grande et son ciel immense. Il n'y a plus assez de chasseurs pour défendre le Reich. Celui qui fut l'un des responsables de la production aéronautique allemande, le général Udet, se suicide, après avoir sombré dans l'alcool. Il était le plus célèbre pilote allemand, as de la Première Guerre, champion de voltige aérienne. Ces obsèques grandioses seraient-elles un mauvais présage ? Hitler va entraîner l'Allemagne dans une guerre mondiale. Il hésite pendant 4 jours. Puis il se présente devant le Parlement nazi. Le 11 décembre 1941, 6 mois après avoir envahi la Russie, le Führer annonce solennellement que l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. Le Reich est solidaire de son allié japonais qui a attaqué l'Amérique à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Hitler dit « Le monde anglo-saxon juif et capitaliste forme un seul front avec le bolchevisme. » Il limoge le chef d'état-major de l'armée de terre, le maréchal von Brauchitsch, et prend sa place. 700 000 soldats allemands ont été tués, blessés, prisonniers, gelés, disparus. Alors s'impose le recours aux volontaires étrangers. Et le lendemain, 12 décembre 1941, Hitler reçoit le chef des nazis néerlandais, Anton Mussert, qui recrutera 40 000 hommes pour ce qui est désormais appelé la croisade contre le bolchevisme. Les actualités allemandes célèbrent ensuite la rencontre entre Hitler et Joseph Tiso, prêtre national-catholique et antisémite, qui règne sur la Slovaquie, né du dépeçage de la Tchécoslovaquie par Hitler. Tiso promet d'envoyer 50 000 soldats en Russie. Hitler met à contribution le général Franco, qui avait vaincu la République espagnole avec son aide. Franco refuse prudemment d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Il se contente d'envoyer en Russie une vingtaine de milliers de phalangistes, des fascistes fanatiques, qui forment la division Azul, la division bleue, et partent se battre aux côtés des Allemands au cri de « Viva la muerte !» Vive la mort. Sous la bannière nazie, d'autres volontaires vont affluer. Une centaine de milliers de Baltes, 6 000 Danois, 6 000 Norvégiens et les Belges, 22 000 Flamands et 16 000 Wallons, menés par un nazi de la première heure, Léon de Grelle, qui rencontre Hitler, son dieu, son maître. De Grelle affirme « Hitler m'a dit, si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il soit comme vous. » À Paris, au bureau de recrutement de la LVF, la Légion des volontaires français, l'idéologie n'est pas la seule raison de l'afflux. Depuis des mois, de près de 20 000 hommes, plus ou moins jeunes, ce sont souvent des chômeurs tenus de montrer un certificat prouvant qu'ils ne sont pas juifs. Ils sont encadrés par des fanatiques de la collaboration avec les nazis. 6 000 ont été acceptés et ont chanté, avant de partir, la Marseillaise, encadrée par des Allemands. Pétain leur a envoyé ce message. N'oubliez pas que vous détenez une part de notre honneur militaire. 3 000 se retrouvent en décembre 1941 sur le front de l'Est, en uniforme allemand, dans la neige. L'un d'eux, Marc Augier, écrit « Désespoir absolu, froid absolu, plus rien ne bouge, les oiseaux sont morts, les arbres aussi. Les hommes ne bougent que pour assurer des fonctions essentielles.
Tout homme qui s'endort meurt dans sa position. Assis, debout, couché, accroupi. Moscou, décembre 41. Le bruit se répand que les Allemands se sont remis en marche. Les derniers habitants de Moscou, abreuvés de malheur, contraints aux pires travaux de défense, entendent toujours lancinant ce chant patriotique. Il accompagne l'annonce de l'arrivée, dit la propagande, des meilleurs fils du peuple soviétique venus défendre Moscou. En tenue blanche et chaude, ce sont des régiments venus de Sibérie, transférés à Moscou en urgence par Staline. Le correspondant de guerre Vassili Grossman écrit « Les Sibériens sont rablés, sévères, durs. Ce sont des chasseurs, disciplinés, habitués au froid. » Entre en scène alors un engin redoutable, le char T-34. Preuve de l'extraordinaire réserve industrielle de la Russie de Staline. Ces usines, réinstallées à l'abri, loin à l'est, en produisent 200 par mois. Son blindage oblique est invulnérable aux canons anti-chars. Il devient la terreur des soldats allemands. L'un d'entre eux, le lieutenant von Kageneck, écrit « Nous avions perdu notre sentiment de supériorité absolue. Les Russes étaient infiniment mieux équipés que nous. Nous tombions d'une improvisation dans une autre. Notre idée de l'ennemi changeait complètement. » Un adjoint de Guderian, le général allemand Gotthard Heinrizi, écrit à sa femme « 20 décembre, on a complètement sous-estimé le russe. L'état-major nous a envoyé un telex expliquant qu'il suffisait d'un dernier effort pour que l'ennemi se brise complètement. » Les blindés de Guderian arrivent au terminus de la ligne d'autobus de la Place Rouge, visible à la jumelle. Soudain, l'enfer se déchaîne. Une arme russe complètement nouvelle, les lance-roquettes multiples, que les Allemands appellent les orgues de Staline. Leurs effets sont dévastateurs sur le moral des soldats allemands. Et les généraux russes, Zhukov, Konev, Rokossovski, lancent leurs armées à l'offensive. Les Sibériens attaquent. Le général allemand Heinrizi écrit « 24 décembre, le Russe a percé nos lignes. Tout se passe comme en 1812, la retraite dans la neige. C'est tout à fait comme Napoléon. L'état-major ne veut pas accepter que l'armée soit encerclée devant Moscou. Les chefs se refusent à reconnaître que le Russe est capable de réussir ça. » Dans la nuit, Hitler téléphone pendant 2 heures au maréchal von Kluge et lui donne l'ordre formel de se faire tuer sur place. Il limoge Guderian, mais ne peut empêcher ses troupes de reculer de 30 puis de 100 km et le front se stabilise enfin.
Les Russes filment le carnage de la bataille de Moscou. 300 000 Allemands ont été tués ou blessés et 30 000 prisonniers, dont la plupart ne reviendront jamais. À 1000 km de là, à la tanière du loup, Hitler passe Noël, seul. Il dira « J'ai toute ma vie eu la neige pour ennemi. Je l'ai toujours détesté. C'était un pressentiment. » Pour Hitler, le printemps sera le moment décisif. En attendant, il faut galvaniser le peuple et rassurer ses alliés. Pour les actualités, il convoque 3 figures symboliques. Le 4 janvier 1942, Göring qui a du mal à surmonter le froid polaire. Göring, l'incarnation du parti nazi, le socle du pouvoir. Puis l'un des plus importants chefs de l'armée, le maréchal von Bock, très amaigri par un ulcère à l'estomac, très marqué par la situation. Ce que veut le Führer pour la caméra, c'est que le vieil homme le regarde dans les yeux, en se tenant droit, avec un sourire de confiance, en lui serrant la main. Avec le général Z. Dietrich, Hitler veut montrer que les SS le protègent toujours et constituent une force redoutable. Et enfin, Hitler se place pour la caméra, de façon à ce qu'on voit derrière son épaule le portrait de sa mère, pour attendrir le public. Et Hitler, le 31 janvier 1942, après 7 mois de combat en Russie, cherche à retrouver ses grands discours mobilisateurs. Il dit « Celui qui se bat pour la vie de son peuple, pour son pain quotidien, pour son avenir vaincra. Le sang qui sera versé dans cette guerre doit être, c'est notre espoir, le dernier en Europe pour des générations. Puisse le Seigneur nous y aider dans l'année qui s'ouvre. » Dans son entourage, quelques-uns osent de nouveau lui demander d'arrêter cette guerre. Comme Fritz Todt, ministre de l'Armement, qui disparaît le 12 février 1942. Son avion a explosé en plein vol. La veille, il avait violemment affronté le Führer. Todt lui avait dit que l'Allemagne n'avait pas les moyens d'une guerre longue. Hitler ordonne des obsèques nationales. Il manifeste, d'une manière exceptionnelle, sa compassion envers la famille. Il remplace Todt par son architecte favori, Albert Speer. Souvent filmé avant la guerre par Eva Braun au chalet d'Hitler, Speer, nazi convaincu, avait conçu la nouvelle chancellerie de Berlin, chef-d'œuvre de mégalomanie. Hitler a vu juste. Speer se révèle un grand organisateur au service de la guerre. Il n'hésitera jamais à fournir aux industriels des centaines de milliers d'esclaves puisés dans les camps de concentration. Il faut faire taire les bruits de dissension. Le 20 avril 1942, Hitler fête son anniversaire à son quartier général de la Tanière du Loup pour bien montrer qu'il continue la guerre. Il a 53 ans et il apparaît pour les actualités en pleine forme. Les Allemands ne doivent pas savoir qu'il reçoit 10 injections de remontant par jour. Le servile maréchal Keitel, chef des armées, lui souhaite que cette année 1942 soit celle de la victoire. Ce sont aussi, bien entendu, les vœux de Göring et de Himmler. Mais Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères,
a suggéré aussi de trouver un arrangement avec Staline. Hitler a répondu « Non, ce n'est pas possible tant que je serai là. Autant me tirer une balle dans la tête. » Au printemps, Hitler prend possession d'un nouveau quartier général, le Werwolf, le loup-garou, à Vinitsa, en Ukraine. Il déteste cet endroit trop chaud, trop humide, infesté de moustiques. Il passe le plus clair de son temps à mettre au point le Plan Bleu, la grande offensive de l'été 42, pour s'emparer du pétrole de Staline. Son armée, hautement mécanisée, en a besoin pour une guerre longue. Au nord, Hitler ordonne de tenir le siège de Leningrad. Au centre, il réussit à limiter le recul de ses forces. Au sud, il ordonne de prendre Stalingrad, la Crimée et le Caucase, vers Bakou et ses puits de pétrole. Encore une fois, Hitler divise ses forces contre l'avis de ses généraux. Mais le succès des attaques, au sud, semble lui donner raison. Sébastopol, le grand port militaire de Crimée, est écrasé par des canons géants. La croix gammée flotte à nouveau sur une forteresse russe. Une victoire de plus pour le général von Manstein, qui avait déjà gagné la bataille de France et que Hitler fait aussitôt maréchal. Mais c'est un autre, le général Friedrich Paulus, qu'Hitler nomme pour l'offensive sur Stalingrad. Un geste doublement symbolique. Paulus avait participé au plan Barbarossa. Il va effacer la honte de la défaite de Moscou en prenant Stalingrad, la ville de Staline. Paulus est à la tête de la 6e armée, réputée être la plus puissante de la Wehrmacht. Les Lancers, les fantassins, marchent depuis 2000 km. En une décennie, ils ont grandi dans les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, qui les ont fanatisés. Ils ont été humiliés par l'échec devant Moscou et la perte de temps de leurs aînés. Eux aussi veulent prendre leur revanche. Mais comme à Moscou, ils n'avaient pas prévu que les Russes seraient aussi coriaces. Alors les Allemands lancent leurs Stuka, leurs bombardiers en piqué, qui détruisent Stalingrad, la cité modèle, vitrine du régime soviétique. Les Stuka pulvérisent aussi les principaux centres industriels, les chaînes de production de chars T-34 dans l'usine des tracteurs et l'usine Octobre Rouge. Leurs carcasses d'acier tordu et les ruines de la ville deviennent des forteresses pour les Russes, le repère de leurs tireurs d'élite, comme Vassili Zaïtsev, qui tue 225 soldats allemands, selon l'histoire officielle. Dans cet enfer, on se bat au couteau, et même avec des pelles affûtées, on s'étripe dans les caves et les égouts.
Et les mois passent. Jusqu'à ce que l'hiver revienne, implacable. Les Russes encerclent de nouveau les Allemands. Les armées de Zhukov et de Khrouchtchev balayent les alliés d'Hitler, les Hongrois, Roumains et Italiens, qui protégeaient le centre de Stalingrad occupé par les Allemands. Alors le jour de Noël 42, Hitler ordonne à l'armée de Manstein, plus au sud, de porter secours à la 6e armée. Le 29 décembre, à moins de 50 km de Stalingrad, Manstein est arrêté par des forces russes supérieures. Pendant un mois, Göring, qui s'est vanté de ravitailler les assiégés, rassemble tous ses avions de transport disponibles. Ils ne sont pas équipés pour un froid de -20, et la chasse russe en abat la moitié. Les rares qui parviennent à survoler le camp retranché réussissent à assurer aux hommes, déjà très affaiblis, 200 grammes de pain par jour. Le 10 janvier 1943, Paulus donne l'ordre de manger les chevaux. Le 2 février 1943, après 7 mois d'une bataille féroce, quand les Allemands n'ont plus rien, plus de munitions, plus d'espoir, Paulus signe la reddition de la 6e armée aux Russes. Hitler, pourtant le grand responsable, ose juger ceux qui lui ont obéi. Il dit « Les chefs, autrefois, se précipitaient sur leur épée quand ils voyaient leur cause perdue. » Et il ajoute « Je me maudis d'avoir risqué cette guerre avec de si mauvais généraux. » Des généraux allemands, les Russes en capturent 24. Avec 2500 officiers et les 100 000 survivants de la 6e armée. Stalingrad reste l'une des plus sanglantes batailles de l'histoire. La Russie de Staline a perdu plus d'1 million d'hommes. 100 000 soldats allemands sont morts. Goebbels écrit dans son journal « Le Führer a vieilli de 15 ans. » En avril 1943, une vague d'espoir souffle à Rotterdam, à Liège, à Bordeaux, à Belgrade, à Copenhague, malgré les privations, malgré la peur, malgré l'occupation allemande, la nouvelle de la défaite d'Hitler à Stalingrad remplit les cœurs de joie. Non, les nazis ne sont pas invincibles. L'année écoulée aura été sombre pour les Allemands. Leurs alliés japonais, après leur première victoire, ont été battus dans le Pacifique. Les Américains ont coulé les porte-avions japonais à Midway et leurs fameux chasseurs Zéro ont dû piteusement se poser sur l'océan. Dans la bataille du désert, le général Rommel, malade, affaibli, est vaincu par les forces de l'Empire britannique à El Alamein, en Égypte. Au même moment, les Américains et les Anglais ont débarqué en Afrique du Nord, préparant ainsi l'invasion de l'Europe. Churchill dit « Ce n'est pas la fin,
of the end, Ce n'est même pas le commencement de la fin, but it is perhaps the end of the beginning. mais c'est peut-être la fin du commencement. Au Berghof, son chalet de Berchtesgaden, Hitler s'est ressourcé. Il a retrouvé sa hargne. Il dit « Le secret du succès, c'est l'obstination. » Le 5 juillet 1943, il s'apprête à lancer ses nouveaux monstres blindés, les tigres et les panthères, à l'assaut des soviétiques. Sur un point faible de leur défense, au centre de la Russie, à Koursk. Encore une fois, Hitler s'apprête à déclencher l'apocalypse.